Bonjour. On entend ? On n'entend pas. Très bien. Bonjour. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la table ronde France-Japon 2022 sur le thème de la société bas carbone à l'horizon 2050 et le rôle des ENR et notamment de l'hydrogène dans cette transition énergétique. Merci à nos prestigieux intervenants de nous consacrer ce temps d'échange. Je suis ravi de participer à ces assises européennes de la transition énergétique dont on peut apprécier depuis hier la qualité des échanges. Nous ouvrons ce soir cette table ronde et je souhaite remercier les organisateurs, Leiko Sakurai et André Haas, pour leur détermination à provoquer les débats. Cette table ronde s'inscrit dans une démarche initiée il y a plusieurs années avec la création des hydrogénies, et je tiens à vous en féliciter. Pourquoi avoir pensé ces regards croisés ? En 2020 et 2021, pas moins d'une trentaine d'États dans le monde ont dévoilé leur stratégie hydrogène. Si l'ensemble des continents est représenté, certains pays se distinguent clairement au sein de leur zone par des objectifs ambitieux. Que les atouts s'avèrent être les ressources naturelles dans certains cas, ou l'ambition des dirigeants, la capacité de financement dans d'autres, nous assistons à l'émergence de nouveaux champions des énergies. En Europe, la France fait preuve de dynamisme avec plus de 150 projets hydrogène. En Asie-Pacifique, les projets hydrogène sont moins nombreux, mais avec une taille moyenne 3 fois supérieure. Tandis que le Japon est d'ores et déjà annoncé comme nouveau chef de file mondial de l'hydrogène. Par ailleurs, la collaboration franco-japonaise sur ces sujets n'est pas récente. L'ADEME et le NEDO, ici présents, collaborent depuis plus de 30 ans pour l'innovation et la création de partenariats entre ces deux pays. Alors j'accueille à cette table M. David Marchal, directeur exécutif adjoint expertise et programme de l'ADEME. Bonjour. M. Christophe Debouy, coordinateur projet au NEDO. Bonjour. M. Yannick Petit, président directeur général d'Allegra Finance. Bonjour. M. Mathieu Pringal, Operation Manager T&D Europe chez Bouygues. Bonjour. Et M. Antoine Hamon, directeur général délégué en charge des opérations de Life. Bonjour. Et Leiko Sakurai, je vous prie de m'excuser, directrice générale de Sakura Consulting. Bonjour. Alors, deux invités prestigieux viendront nous rejoindre un petit peu plus tard dans la séance et je vous réserve la surprise pour le moment. Pour le public non francophone, un audio guide en anglais est à votre disposition. Nous allons démarrer par une petite présentation de BCO Conseil, brièvement pour vous indiquer pourquoi nous sommes aujourd'hui à l'animation de cette table ronde. BCO Conseil est un cabinet qui intervient en stratégie de transition énergétique. Nous intervenons autant pour les entreprises que pour les institutions. Nous accompagnons des initiatives innovantes et vertueuses dans des domaines touchant à la neutralité carbone, plus spécifiquement également à l'hydrogène ou encore au biogaz, et tout ça sur des compétences étendues autour de 3 piliers, la stratégie ENR, le réglementaire et la stratégie marketing. Aujourd'hui, nous avons quelques missions institutionnelles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour... Merci. Sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour l'aspect international de notre panorama d'études. Le Grand Reims, tout d'abord, qui nous a confié son étude de marché local de l'hydrogène, l'aide à la décision pour sa stratégie hydrogène également. Les services industriels de Genève, qui nous ont accueillis aimablement aujourd'hui et pour qui nous concevons une stratégie européenne de contractualisation biogaz et hydrogène renouvelable. Mais nous allons également jusqu'au Conseil institutionnel gouvernemental, puisque nous accompagnons l'État arménien à travers son fonds souverain R2E2 dans la création, la conception d'un projet pilote hydrogène sur leur territoire. Nous sommes un cabinet indépendant, de dimension internationale et spécialisée. Nous avons donc, vous l'avez compris, des clients publics et privés,
français, mais également internationaux. Aujourd'hui, nous avons des discussions sur 4 des 5 continents, depuis le Canada jusqu'à la Côte d'Ivoire, en passant par l'Arménie, et bien évidemment la Suisse, la Belgique, la France. Je serais ravi, à l'occasion, de pouvoir vous en dire plus, mais pour l'instant, l'important est la table ronde, et je vous propose d'entamer les débats. Alors nous allons démarrer par une première série de questions à chacun, et je vous demanderai, chers invités, de bien vouloir brièvement présenter votre structure avant de répondre à cette première question. Tout d'abord, Monsieur Debouy. Monsieur Debouy, pourriez-vous nous préciser la différence entre des scénarios à la française et une feuille de route à la japonaise et nous indiquer en quoi consiste cette feuille de route? Oui, alors bonjour, merci de me donner la parole. Alors, il est difficile, je pense, de comparer précisément les feuilles de route nationales de grands pays développés, même si elles ont beaucoup de points communs. Cependant, dans le cas du Japon, précisément, donc moi je travaille pour NEDO, qui est l'agence publique gouvernementale de financement de l'innovation. Et donc, nous appliquons en fait les feuilles de route qui sont élaborées par notre ministère d'autorité, qui est le ministère de l'Industrie. J'ai une bonne connaissance du travail que fait l'ADEME sur les scénarios à long terme, notamment la dernière publication avec les scénarios à 2050, les scénarios. Dans le cas du Japon, l'appréhension est un tout petit peu différente. Alors, en tout cas, en tant que NEDO, puisque je m'exprime à ce titre, nous n'élaborons pas des scénarios comme ça et des variantes possibles. Nous mettons plutôt en place des feuilles de route qui sont, disons, assez précises dans leurs objectifs et qui ont été décidées au niveau ministériel, plus qu'à notre niveau en tant qu'agence. Dans le cas du Japon, et c'est ce que je voulais dire par rapport à la différence entre les pays industrialisés qui sont désormais à peu près tous engagés dans l'hydrogène, c'est que le Japon est un pays qui a énormément de contraintes. On peut rappeler que déjà la population est double de celle de la France, 125 millions d'habitants, et également des contraintes topographiques qui limite dans une certaine mesure l'expansion des énergies renouvelables, puisqu'il y a assez peu de territoires disponibles. Il y a très peu de ressources naturelles au Japon, quasiment pas, et une indépendance énergétique qui est très très limitée, qui est à peu près de 6%. Tout le reste, le Japon importe l'essentiel de ses ressources énergétiques. Et depuis l'accident de Fukushima, le Japon est également dans une position à devoir se passer d'une grande partie de son parc nucléaire. Donc ça fait beaucoup de contraintes pour un pays assez largement peuplé. Et donc l'appréhension de l'hydrogène, elle s'inscrit dans un cadre qui est essentiellement un cadre de contraintes. Ceci étant dit, le Japon est, je crois, relativement connu pour s'être penché sur l'hydrogène il y a déjà bien longtemps. Notre agence, donc NEDO, a été créée en 1980 et dès 1989, on a engagé des programmes de R&D assez poussés, au tout début sur les SOFC, enfin les piles à combustible. Et également, une particularité du Japon, ça a été de déployer de façon très précoce, je crois que c'était à partir de 2009, un système, un programme de déploiement de piles à combustible résidentielles. Il y en a actuellement 400 000 au Japon. Je crois que c'est le parc le plus important au monde. Et donc,
Tout ça avec des subsides publics qui ont été distribués par l'intermédiaire de NEDO. Donc voilà, je voulais préciser, plutôt que des différences entre les feuilles de route en tant que telles, il y a des différences qui tiennent au pays lui-même et à ses ressources énergétiques, à sa politique énergétique, voilà, qui sont effectivement très différentes de ce qu'on connaît en France, tout en ayant beaucoup de points communs, évidemment, en termes de la mobilité, la décarbonation des secteurs industriels, etc. Eh bien, merci Monsieur Debouy. En effet, on entend ces écarts notables, et lorsqu'une population est double par rapport à une autre, bien évidemment, ça fait partie des contraintes majeures qu'il faut prendre en compte. Jetons maintenant un œil côté français. Monsieur Marchal, donc l'ADEME a publié en novembre 2021 une étude comparative de 4 scénarios intitulée Transition 2050, qui mettent en scène la société française dans 30 ans. Quel est l'atout de ce rapport au regard des autres qui ont été publiés à ce sujet, et quel est le rôle de l'hydrogène dans ces scénarios? Alors je vais effectivement dresser rapidement les 4 scénarios pour vous montrer un peu la complémentarité que ce travail peut avoir par rapport à d'autres publications qui ont lieu jusqu'à présent. On a souhaité, dans le cadre de ce travail, raconter 4 récits de transition pour atteindre la neutralité carbone en France à l'horizon 2050. 4 scénarios volontairement contrastés pour éclairer le débat. Et les 4 scénarios qui atteignent tous la neutralité carbone, mais par des chemins très différents, très contrastés, qu'on qualifie avec des indicateurs sur l'artificialisation des sols, sur la macroéconomie, sur la part d'énergie renouvelable, etc., etc. Et à chacun, ensuite, finalement, de se faire une idée sur le scénario qui lui semble le plus approprié. Donc c'est un travail qui vise à enrichir les débats sur la future stratégie française énergie-climat. Donc ces 4 scénarios ils sont présentés là de façon rapide. Leur récit, donc génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et pari réparateur, avec 4 histoires qui vont d'une sobriété très forte dans le scénario 1 à la volonté de conserver nos modes de vie actuels et à exploiter la nature davantage dans le scénario 4. En passant par des scénarios intermédiaires un peu plus basés sur la coopération. Donc il y a des dynamiques de gouvernance aussi qui sont assez différentes entre un scénario 1 et un scénario 2 qui sont beaucoup basés sur plutôt le localisme dans le scénario 1, la coopération et le partage dans le scénario 2. On aboutit à 4 histoires assez différentes d'un point de vue énergétique. Sur ces graphiques, on peut voir à la fois la consommation d'énergie finale en France en 2050 dans ces 4 scénarios, et enfin comparé à 2020. Donc j'insiste sur le fait que c'est une contribution au débat. L'ADEME, dans ce cadre-là, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, donc l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique, donc un établissement public sous tutelle des ministères de la Recherche et de l'Environnement. Et donc on conseille, finalement, on peut apporter de l'expertise et du conseil auprès des pouvoirs publics au travers de ces travaux-là. Et on accompagne également les acteurs dans la mise en œuvre de solutions au travers de l'innovation ou de subventions, et ça j'en parlerai tout à l'heure, pour accompagner notamment la filière hydrogène. Alors, on voyait donc 4 scénarios variés d'un point de vue de la consommation d'énergie, avec une réduction de la consommation d'énergie finale dans tous les cas, une part d'énergie renouvelable qui est toujours à plus de 70% dans tous les cas. Ce sont des scénarios qui parlent de toute l'énergie en France, pas uniquement de l'électricité. Alors, dans ces 4 scénarios, ensuite, il y a des consommations d'hydrogène. Et donc, c'est cette diapositive qui montre, en comparaison à aujourd'hui, la consommation d'hydrogène dans les 4 scénarios. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est déjà de comprendre aussi aujourd'hui d'où on part. Aujourd'hui, on a une consommation d'hydrogène d'environ 20 TWh en France. C'est une consommation d'hydrogène qui est principalement d'origine fossile pour l'industrie, pour le raffinage, pour la chimie également. La chimie, les engrais. Et donc demain, on imagine dans ces 4 scénarios qu'il y a un développement marqué de la consommation d'hydrogène, qui n'est pas une ressource renouvelable en tant que telle, hein, qui est juste un vecteur en fait énergétique produit à partir d'électricité massivement. Donc là, bon, tant pis, vous ne voyez plus les diapos ici quand même. Voilà, avec des usages qui sont variés d'un scénario à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va du power to gas à une utilisation pour la mobilité, à des utilisations pour l'industrie ou la sidérurgie. Et en fait, la composition, le panachage de ces usages est assez différent d'un scénario à l'autre. Ça a été fait en cohérence avec les récits. Ça illustre l'incertitude quand même autour de ces usages de l'hydrogène. Une incertitude qui est notamment liée à la capacité à en produire dans des volumes significatifs, à un coût
faible, et donc des marchés qui sont finalement assez différents entre un marché de la mobilité, accessible facilement mais avec des solutions décentralisées, à un marché de l'industrie lourde sur lequel il va falloir des solutions centralisées à des coûts plus compétitifs. Voilà. Pour le faire un peu simplement, je pense que j'ai balayé les enjeux autour de l'hydrogène, et on va même, dans un certain cas, notamment le scénario S3, c'est intéressant de le dire aussi par rapport à d'autres pays européens qui ont des stratégies de ce type-là. Dans le scénario S3, on va jusqu'à importer à peu près la moitié de l'hydrogène dans une logique d'importation d'hydrogène bas carbone ou décarboné qui viendrait de pays voisins. Eh bien, merci, c'était très clair. Et en effet, la contribution au débat de l'ADEME est essentielle aujourd'hui. On a bien entendu des scénarios qui permettent de modéliser x5 par rapport à l'hydrogène consommé et une incertitude sur les usages. Alors, nous allons nous intéresser maintenant aux acteurs privés qui sont ici parmi nous, puisque les usages et la production, c'est quand même eux qui vont l'assurer. Tout d'abord, Monsieur Pringal, Bouygues Energies et Services construit des parcs solaires au Japon. Alors, nous, ce qui nous intéresserait aujourd'hui, que vous nous expliquiez, c'est de savoir quelle place occupe la transition énergétique dans les objectifs du groupe. Alors, avant de parler du Japon, c'est bon. Avant de parler du Japon, on va regarder un peu ce que fait Bouygues Energies et Services. Alors, on représente une frise de l'énergie que je vous ai mis sur la slide. Bouygues Energies et Services est un groupe de près de 15 000 personnes actuellement en France. On est acteur sur les 7 marchés, les 7 segments de cette frise de l'énergie. Et on a une business unit que je représente, une business unit qui est dédiée aux énergies renouvelables. Et on gère des projets à la fois de conception de sources d'énergie renouvelable et de stockage, mais également tous les enjeux de raccordement de ces sources au réseau. Concrètement, on réalise des projets, on fait la conception, on fait l'exécution, on fait la mise en service et les opérations de ces projets. En termes d'énergie renouvelable, on est présent fortement sur le solaire, qui est aujourd'hui un marché mature, et on est également présent en avance sur les marchés de l'hydrogène. On s'est placé sur les appels d'offres de l'ADEME, bien évidemment, avec des équipes dédiées sur ces marchés naissants. Pour les projets de production d'énergie renouvelable, les enjeux de raccordement sont primordiaux sur les très grandes fermes, et donc nous, on a la capacité de faire en interne toute la conception et toute l'exécution et tout le suivi de ces sources. Au niveau du groupe, si on parle maintenant du groupe Bouygues Construction, alors c'est un groupe avec 3 business principaux. La construction, que tout le monde connaît avec des noms Bouygues Construction, Bouygues Immobilier. Une partie qui concerne les médias, alors principalement TF1, et une marque sur les télécoms, Bouygues Télécom. Il faut comprendre que le groupe Bouygues a une stratégie climat fortement calquée sur les accords de Paris, avec une réduction de plus de 30% de notre consommation ou dans notre pollution de gaz à effet de serre d'ici 2030. Chacun des business n'a pas le même poids. Alors la construction pèse 95% de notre empreinte carbone. Ça, c'est des premiers constats qu'il faut faire. Hein. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus impactants que d'autres. Mais dans l'absolu, tous les secteurs sont mobilisés, aussi bien les télécoms qui ont des enjeux avec une ambition de réduire de plus de 50% leurs émissions à effet de serre, que la construction où on est plutôt autour de 33%, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'a pas d'emprise aujourd'hui. On cherche des solutions de manière concrète, au quotidien. Les hommes et les femmes de Bouygues recherchent des solutions, les implémentent, les multiplient pour que l'on fasse mieux demain que ce qu'on faisait hier. Eh bien, merci. En effet, on est conscient de l'aspect rassurant d'avoir des acteurs tels que Bouygues Energies et Services qui s'intéressent à ces questions depuis bien longtemps. Alors, il y a les grands groupes historiques rassurants, mais on a aussi de jeunes pousses à qui on fait confiance. Et je vais me tourner vers Antoine Hamon. Alors, vous allez nous présenter Life, mais Life vient de lever 110 millions d'euros lors de son introduction en bourse. Une seule question, qu'est-ce qui attire les investisseurs ? Alors, ce qui attire les investisseurs, on reviendra un peu plus dans le détail tout à l'heure avec les différentes activités de Life et la constitution de l'équipe, mais c'est d'abord la mission de Life. La mission de Life, on le voit là sur les slides, notre mission, c'est vraiment de décarboner.
pour décarboner. Donc décarboner, on a parlé mobilité ou l'industrie. Il y a énormément, on parlait de la construction tout de suite, les matériaux de construction sont finalement énormément carbonés. On focalise beaucoup sur le transport, il y a aussi beaucoup d'émissions par le transport, mais toute la chaîne finalement a besoin de se décarboner. Pour se décarboner, il y a quelque chose de magique au niveau de l'hydrogène, surtout là sur la mobilité, c'est qu'à la sortie du pot d'échappement, on n'a que de l'eau. Donc ça c'est quand même magique, et dans notre transition, ça donne un espoir d'avoir un élément décarboné. Par contre, le problème de l'hydrogène, c'est la façon dont on le produit aujourd'hui. Donc, on parle beaucoup de toute l'arc-en-ciel et couleurs de l'hydrogène. Finalement, en réalité, il y a 3 types d'hydrogène. Il y a de l'hydrogène fossile, qui est fait à partir d'énergie fossile, et pour lequel on a globalement, à chaque kilo d'hydrogène qu'on produit, 10 kg de CO2 qui sont émis dans l'atmosphère. Il y a de l'hydrogène qui est ce qu'on appelle décarboné, donc on fait à partir essentiellement d'électrolyse et du mix énergétique du réseau. Donc on a l'énergie finalement et le bilan carbone du mix du réseau. Et il y a l'hydrogène renouvelable qui est, lui, à partir d'énergie renouvelable directement et d'eau, et avec lequel on fait donc de l'hydrogène renouvelable. Et donc Life, notre mission, c'est de décarboner en étant un pure player de l'hydrogène renouvelable. Donc proposer finalement à tous les acteurs industriels, acteurs de la mobilité, de l'hydrogène qui n'a pas d'émissions de CO2 et qui est produit à partir d'énergie renouvelable. Et donc, pour faire ça, on a, et c'est ça aussi qui attire les investisseurs, on a construit une équipe et on s'engage en tant qu'acteur indépendant, pure player, on s'engage dans cette mission. Et pour ça, on a donc une équipe de gens compétents et qui ont tout un historique dans l'hydrogène. On est plus de 90 aujourd'hui. On est plus de 90, on est basé un peu partout en Europe. On a aussi plus de 90 projets en développement un peu partout en Europe. On est sur plus de 10 pays. Et on a des développements en cours sur le reste du monde. Eh bien, merci beaucoup. Et en effet, on entend bien ce qui attire les investisseurs. Donc les valeurs, le projet, l'équipe, tout ça, ça tourne autour de ce que concentre Life, mais aussi d'autres jeunes pousses, d'autres pépites, comme on dit, peut-être futures licornes un jour, on vous le souhaite. Et tout ça, c'est bien, c'est le côté industriel, c'est ce qu'il nous faut, mais on a besoin, pour que ça puisse être mis en musique, pour que ça puisse se réaliser, se concrétiser, il nous faut des professionnels de la finance. Nous avons la chance d'avoir donc Yannick Petit à la table. Allegra Finance a préparé l'introduction en bourse de la Startup Life, spécialisée dans la production décentralisée d'hydrogène, et conduit avec succès celle-ci. Alors, Monsieur Petit, pourriez-vous nous expliquer votre savoir-faire dans le financement des entreprises, et notamment pour ces PME et ces ETI qui en ont certainement grand besoin? Oui, merci. Donc oui, Allegra Finance, on est un cabinet spécialisé dans la levée de fonds pour les PME, ETI. Donc on est vraiment adapté à l'entreprise de taille moyenne, voire les startups, même si on n'en fait pas énormément des startups, puisqu'on a un prisme, une spécialité qui est d'aller chercher l'argent sur les marchés financiers. Donc en fait, notre équipe est composée essentiellement de professionnels du monde des marchés, des gens qui viennent, moi-même je viens d'Euronext, mon associé principal vient de l'AMF, Rémi qui est dans la salle vient d'une société de bourse, on a des gens qui viennent de la banque, et donc en fait tous ces professionnels, on a mis, je dirais, notre savoir-faire des marchés au service des entreprises. Et sur la slide précédente, le but d'Allegra Finance est véritablement d'implémenter au sein de l'entreprise son département IPO, de sorte qu'on puisse piloter cette introduction en bourse du premier au dernier jour. Et ça va consister, dans un premier temps, à sélectionner l'ensemble des acteurs. Vous voyez que ici, tous les acteurs qui sont représentés, ce sont le syndicat bancaire, donc bien sûr les banques qui jouent un rôle très important dans l'opération, des avocats, une agence de communication, on a affaire à l'AMF, on a affaire au Euronext. Tout ça, ça représente quasiment 60 personnes qui vont travailler pendant 6 mois sur une introduction en bourse. Et il faut être à même de pouvoir coordonner l'ensemble. Et puis surtout, du côté de l'entreprise, il faut être capable de pouvoir répondre à toutes les questions que pose chacun des acteurs. Entre l'agence de communication qui cherche une réponse à une question, entre la banque qui veut une réponse à une autre question. Et donc, nous, notre mission chez Allegra, c'est de se positionner dans l'entreprise et de venir l'assister, notamment dans la partie rédactionnelle
du prospectus d'introduction en bourse, de pouvoir rédiger l'ensemble de la documentation. Donc ça, c'est vraiment notre travail au quotidien dans l'introduction en bourse, mais très important également dans les augmentations de capital ultérieures, puisqu'on poursuit nos actions auprès de ces entreprises pour lever des fonds ultérieurement. L'introduction, c'est qu'un début dans la vie d'une entreprise, et après, il faut pouvoir lever des fonds. Et sur la slide suivante, juste là pour, même si on ne voit pas tout ici, mais grosso modo, aujourd'hui, on est un acteur quasiment leader sur cette partie de financement des PME ETI par le marché. On a accompagné 86 sociétés en bourse en levant plus d'1,4 milliard d'euros. Et comme vous le voyez sur ces slides, on est en capacité d'accompagner des entreprises pour lever quelques millions d'euros jusqu'à effectivement plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on est très fiers sur Live puisque c'est finalement le montant le plus important qu'on a pu lever au cours de ces 20 dernières années. Notre dernier record était à 101 millions d'euros, donc il a été battu avec ce 110 millions d'euros. Donc bravo. Eh bien, félicitations. Oui, en effet, j'entends des applaudissements et on peut applaudir. Félicitations parce que tout ça, ça vient en soutien d'une filière qui réclame justement ce soutien et qui en a grand besoin. Merci de nous avoir dévoilé quelques-uns de vos secrets. Donc, on sait maintenant comment vous pratiquez. Hein. C'est l'action de terrain, votre clé, votre connaissance des marchés. Alors, ça amène ce deuxième tour de table de manière naturelle, le financement. Une question un peu pour tout le monde, pour Monsieur Debouy, pour l'ADEME, également pour Life. À Tokyo, le 24 juillet 2021, le président de la République française et le Premier ministre japonais ont affirmé leur volonté d'unir les efforts des deux pays en matière d'investissement et de partenariats industriels bilatéraux, notamment dans l'hydrogène. De premiers partenariats ont vu le jour, comme celui entre Airbus et Kawasaki Heavy Industries, qui ont signé un protocole d'accord pour travailler ensemble à la préparation de l'écosystème de l'hydrogène. Plus récemment, Mitsui vient d'investir une dizaine de millions d'euros dans la start-up Life. Monsieur Debouy, comment contribue NEDO à cet écosystème de transition énergétique et comment sont accompagnées les entreprises ? Alors, tout comme l'ADEME, donc NEDO est une agence de financement. Donc nous ouvrons des appels à projets et nous sélectionnons des consortiums qui sont ensuite soutenus par des subventions principalement. Alors, une chose qu'il est importante de noter, c'est ce que vous voyez sur la slide, le Green Innovation Fund est cité, donc le fonds d'innovation verte. C'est un budget de 15 milliards d'euros qui a été confié à notre agence dans le cadre de l'objectif de neutralité carbone 2050 qui a été annoncé par le gouvernement japonais en 2020, c'est-à-dire avant ces annonces avec le gouvernement français. Et c'est également dans le cadre de cet objectif de zéro carbone que se développent nos feuilles de route hydrogène. La première, la pierre fondamentale, si on peut dire, a été annoncée en 2017, la Basic Hydrogen Strategy, donc qui sert de socle à nos activités dans le domaine de l'hydrogène. Et alors donc pour ce qui est de l'élaboration de cet écosystème de transition écologique autour de l'hydrogène, notre mission principale, c'est d'en financer la R&D. Donc la R&D des entreprises, mais également en coopération avec les laboratoires publics de recherche. Et nous finançons également des programmes, alors des démonstrateurs, pardonnez-moi, à l'étranger, donc qui sont des coopérations entre des entreprises japonaises et des entreprises nationales, dépendant du pays où on développe les projets. En l'occurrence, vous avez cité Kawasaki Heavy Industries. Nous finançons actuellement un démonstrateur en Allemagne qui se fait en collaboration avec RWE et qui porte sur des turbines à hydrogène. Donc c'est un exemple d'action. Alors on n'a pas des dizaines de démonstrateurs non plus, c'est des projets assez ponctuels et qui se font vraiment en coopération soit avec des gouvernements, soit avec des autorités locales. Mais nous, notre mission, donc, c'est de financer la R&D en amont sur des TRL, donc c'est-à-dire des niveaux de recherche
qui vont à peu près de 4 à 8 sur une échelle de 1 à 10. Donc on est en pré-commercialisation, on finance la R&D des acteurs japonais qui ensuite, eux, développent des projets, des investissements, etc., pour une commercialisation concrète. Donc nous, on est en amont de cette chaîne-là. Très bien, bah écoutez, c'est très clair en effet, et on ne peut que vous féliciter d'accompagner des projets dès la recherche, dès le TRL4, qui est généralement un petit peu délicat. C'est une phase un peu transitoire dans le domaine de la recherche. Exactement, et c'est pour ça qu'on nous a confié autant d'argent public pour justement aider à passer ce cap difficile. Alors, ce qui serait intéressant, Monsieur Marchal, c'est même question, hein, comment l'ADEME contribue à cet écosystème ? Alors, l'ADEME est aussi un opérateur du financement et du déploiement de la transition écologique avec donc, cet axe transition écologique et inscrit son action sur l'hydrogène dans le cadre actuellement du plan qui s'appelle France 2030, mais qui prend ses sources également dans les années 2017-2018 avec le plan hydrogène à l'époque. Alors aujourd'hui, France 2030 prévoit donc 9 milliards d'euros sur des systèmes de soutien à l'hydrogène, dont une partie sont confiés à l'ADEME, mais pas tous. Dans France 2030, on prévoit à la fois des soutiens à la R&D, des soutiens au déploiement, des soutiens à l'industrialisation et même des soutiens à la production, avec donc un budget qui est réparti entre les deux. Donc l'ADEME, naturellement, est un acteur sur la R&D et l'innovation au travers donc, de programmes de R&D ou alors de démonstrateurs et d'appels à projets sur les briques technologiques, donc au même titre que l'ANEDO. Non, il faut rester sur la diapo précédente, s'il vous plaît. On est également donc, un opérateur qui va financer le déploiement d'écosystèmes de mobilité, d'écosystèmes territoriaux. Donc là, on est sur du déploiement. Le gros sujet de l'hydrogène, hein, c'est qu'on voit bien, je présentais 2050 tout à l'heure, un avenir en 2050 avec des solutions qui devront voir le jour d'ici là. Et la question, c'est comment, entre aujourd'hui et 2050, on trouve des marchés avec une rentabilité où les soutiens publics sont finalement accessibles. Donc le sujet de la mobilité et des écosystèmes territoriaux, c'est une façon de commencer à donner de la visibilité à des acteurs. Et la marche suivante qui est prévue dans à la fois la stratégie hydrogène puis la stratégie de décarbonation de l'industrie, c'est d'aller financer des plus gros électrolyseurs dans l'industrie pour décarboner massivement l'industrie avec des soutiens, des soutiens en subvention et des soutiens aussi donc, à l'OPEX, donc en aide au fonctionnement. Voilà. Alors, j'ai ensuite quelques exemples, effectivement, de projets innovants qu'on a pu soutenir sur le territoire, des démonstrateurs de recherche, là pour le coup, des démonstrateurs pré-industriels, que ce soit donc, sur du power to gas, sur de la mobilité, sur des usages industriels, donc, par exemple, effectivement, la combustion également d'hydrogène dans l'industrie, également donc, sur la mobilité avec des systèmes soit sur la mobilité terrestre, soit sur le ferroviaire. Voilà. Et puis, alors je ne sais pas si je le présente maintenant ou pas, je ne sais plus, voilà, juste le bilan des écosystèmes. On a encore quelques secondes, allez-y. La logique des écosystèmes, hein, c'est une logique de déploiement sur un territoire qui est compliquée, puisqu'il faut financer à la fois la production, la distribution et les usages sur un territoire donné de l'hydrogène. Et donc, on a ciblé au départ notamment des territoires qui cherchaient à avoir des émissions, une pollution de l'air limitée, donc notamment des villes dans lesquelles on a financé de la mobilité. Donc ça, c'était les premiers appels à projets écosystèmes de mobilité territoriaux. Et puis dans la deuxième vague d'appels à projets, on est sur des écosystèmes territoriaux où on peut financer à la fois des usages mobilité et des usages industriels. Donc ça va être des bus, des bennes à ordures ménagères, des poids lourds, des véhicules utilitaires légers avec de la production d'hydrogène décarbonée et renouvelable. Donc là, vous avez les chiffres hein, sur les financements et puis les puissances et le nombre de véhicules. Très bien. Une question du fait qui va résonner hein, pour vous, Monsieur Pringal, parce qu'on rappelle quand même que Bouygues figure dans le top 10 mondial des acteurs du photovoltaïque avec un demi-gigawatt de solaire installé par an. C'est un chiffre quand même qui a une certaine portée. Alors, quelle est la position du groupe Bouygues sur le marché au Japon ? Sur quel type d'installation êtes-vous présent ? Comment votre action s'articule-t-elle avec celle des développeurs, mais aussi des financeurs de projets ?
Alors, déjà pour commencer, on vient de parler d'hydrogène, mais je me remets dans la perspective de ce qui était dit tout à l'heure au Japon. Le marché solaire a démarré il y a une dizaine d'années de manière assez volontariste et structurée. On est sur un marché mature sur la partie photovoltaïque. On ne l'est pas encore sur l'hydrogène, j'espère que ça viendra, mais sur la partie solaire, on est donc nous un acteur 100% VNR au Japon. On a une petite part de marché autour de 5%, c'est assez faible, mais c'est quand même à noter pour un acteur étranger. On se positionne au Japon, Bouygues se positionne au Japon comme un partenaire d'investisseurs étrangers qui souhaitent développer un portfolio sur l'ensemble de l'archipel et un partenaire d'entreprises japonaises qui n'ont pas les compétences et les expertises pour pouvoir réaliser les projets qu'on va voir au Japon qui sont relativement complexes. Ces partenariats débutent dès la phase de conception et durent jusqu'à 2 ans après la mise en service. On accompagne vraiment les projets sur des phases de 3, 4, 5 ans. On est sur des projets donc pour les développeurs en amont assez complexes et donc on leur apporte des études de faisabilité technique et également des éléments fiables pour faire tourner leur business model. Ça, c'est très important. Et ensuite, la taille du groupe, la notoriété du groupe donne une vraie crédibilité au projet qui leur permet en fait d'obtenir des financements par la suite pour que les projets puissent voir le jour. De manière concrète, ce que l'on réalise, voilà, je vous ai mis une illustration quand même pour qu'on puisse voir d'un peu plus près, même si on est quand même à 1,5 km de la ferme d'Ako. On est à 130 km à l'ouest d'Osaka. On est sur un ancien golf, exclusivement un ancien golf. On n'a coupé aucun arbre. C'était un golf en avril 2019. Pardon, quand nous sommes arrivés sur site, il y avait encore le clubhouse, il y avait tout, les greens, tout le système, la totale. La population vieillissant au Japon, on ne l'a pas précisé, mais c'est vraiment un enjeu national. Ces golfs sont des opportunités pour pouvoir être transformés en source d'énergie renouvelable à grande échelle. On était donc le client Pacifico Energy, un fonds spécialisé dans les énergies renouvelables sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, en consortium avec 2 entreprises historiques japonaises, des entreprises qui sont de la même taille que Bouygues Energy Services. On a livré le projet malgré la pandémie. Le projet était, comme je l'ai dit tout à l'heure, en avril 2019. On l'a livré il y a un peu plus d'1 an, avec 1 mois d'avance. C'est les équipes qui ont réalisé ce projet-là, donc à distance. On est actuellement en train de construire notre 4e projet qui ressemble un peu à ça, même si ça ne donnera pas la même photo, mais à 30 km de Fukushima. Donc on a des succès qui s'enchaînent et on est vraiment sur un marché porteur avec des acteurs qui nous accordent une grande confiance. Eh bien, félicitations pour tout ça. On va passer à Monsieur Hamon. Comment avez-vous rencontré Mitsui parce que cet investissement majeur de Mitsui récemment chez vous nous pose question. Comment avez-vous rencontré Mitsui et surtout comment se passe l'accompagnement de votre entreprise par cet investisseur? Alors, on a rencontré Mitsui dans le cadre de nos levées de fonds pré-IPO. Et ce qui est intéressant, c'est comment la rencontre des projets s'est faite. Et on parle beaucoup donc, dans l'hydrogène de projets long terme, de projets de développement sur des gros sites dans très longtemps. Et en fait, j'entendais parler de start-up tout à l'heure. En fait, Life, on est une entreprise industrielle, on est une société industrielle, et aujourd'hui, on a une usine et on livre de l'hydrogène. Aujourd'hui, en France, on est les seuls à pouvoir livrer de l'hydrogène renouvelable, bien évidemment. On est les seuls à pouvoir livrer de l'hydrogène renouvelable. Et c'est ça qui a aussi séduit Mitsui et qui séduit les investisseurs. C'est que l'hydrogène et notre mission, elle a débuté bien avant la vague finalement de spotlight sur l'hydrogène, qui fait qu'aujourd'hui, on a cette longueur d'avance, cette capacité de livrer, cette longueur d'avance technique aussi au sein des équipes, à la fois d'un point de vue maîtrise des technologies de production d'hydrogène renouvelable. On a finalement l'électrolyseur, l'électrolyse, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais associer l'électrolyse à des énergies renouvelables, c'est quelque chose qui n'est pas fait aujourd'hui, enfin qui n'était pas fait. Donc il y a toute une compétence finalement qui a été trouvée par les équipes de Mitsui chez Life dans le cadre de cette due diligence qui a été faite pour investir chez Life. Et aussi toute une compétence commerciale
qui fait qu'aujourd'hui, le portefeuille de projets qui est chez Life est un ou le plus gros dans l'hydrogène renouvelable, avec finalement une couverture de toute l'Europe avec des projets, presque une centaine de projets partout en Europe. Et des équipes qui sont à la fois finalement expertes dans leur domaine et qui travaillent dans l'hydrogène depuis des années. Et donc, on a donc cette expertise technique, ces sites industriels qui sont en production, ce pipe commercial avec des sites qui vont démarrer, qui vont permettre de faire la suite finalement de ce qui est fait aujourd'hui depuis notre premier site un peu partout en Europe dès l'année prochaine, et aussi toute une expertise en termes de R&D sur tous les domaines de l'hydrogène. On reviendra peut-être tout à l'heure sur notre positionnement, mais on fait finalement on vend de l'hydrogène renouvelable, mais on intègre en interne l'ensemble des compétences du développement à l'engineering, aux opérations et maintenance de nos sites. Ce qui fait de nous finalement un des pure players intégrés sur cette partie énergie hydrogène renouvelable. Et on aura en effet le temps de revenir sur votre positionnement juste après. Monsieur Petit, on a vu que plusieurs sociétés du monde de l'énergie sont entrées en bourse récemment. On a bien compris qu'Allegra Finance était généreux sur ses conseils et sur son partage de recettes. Alors, c'est quoi la recette pour réussir une IPO ? C'est presque basique, mais j'ai mis ici les points clés. Le point de départ, c'est véritablement l'équipe managériale. C'est elle qui porte le projet, c'est sur elle que les investisseurs vont décider l'investissement. Donc clairement, le management et les porteurs de projet, c'est 80% de la réussite de l'opération. Donc on le dit toujours, les hommes, les hommes, les hommes. Les femmes. Ouais, et les femmes, pardon. Et donc le deuxième point, c'est le plan de développement. Il faut un plan de développement ambitieux, parce que la bourse aime l'ambitieux. Aime vraiment aller chercher des entreprises qui vont délivrer, qui vont performer dans le futur. À titre d'exemple, Life, en tous les cas, promet au marché, c'est dans des engagements, 200 MWh de production en 2026. Donc voilà la marche, en tous les cas, les objectifs fournis par l'entreprise. Donc vous voyez que c'est ambitieux, mais néanmoins, ce point a été jugé crédible par l'ensemble des acteurs. Donc il faut être ambitieux, mais crédible. Troisième aspect que je mettrai en avant, s'entourer des meilleurs professionnels. J'ai évoqué tout à l'heure l'équipe avec de nombreux acteurs. Il faut les meilleurs à tous les endroits parce que, je dirais, c'est comme une chaîne et la résistance de la chaîne se mesure au maillon le plus faible. Donc il faut que tous les maillons soient vraiment, vraiment costauds. Le quatrième point que je mettrai en avant, et ça c'est vraiment crucial, c'est de bien calibrer l'opération. Dans une introduction en bourse, par exemple, il faut savoir qu'il faut réunir 75% de l'objectif qu'on s'est fixé. Si on fixe 100 millions d'euros, il faut à minima qu'on ait 75 millions d'euros de demande pour que l'opération soit réalisée. À 74,9 millions, l'opération est avortée. Donc vous voyez qu'il ne faut pas se tromper dans le jaugeage de l'opération. Cinquième point, le timing, le bon timing. Il faut que ce soit le bon timing pour l'entreprise, mais malheureusement, il faut que ce soit aussi le bon timing pour le marché. Et je vous avoue, quand il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a des marchés qui sont compliqués, se lancer dans une introduction en bourse, c'est pas le plus simple. Mais en tout cas, si les bonnes recettes sont là, on y arrive. Et enfin, le dernier point, sécuriser l'opération avec des cornerstones, c'est-à-dire des investisseurs qui vont parrainer l'opération, qui vont s'engager au démarrage. Très bien, ben en effet, j'avais raison, vous êtes très généreux et on vous en remercie. J'ai noté 2 points, hein, la rigueur et l'ambition. Voilà, alors quand on parle d'ambition, que ce soit dans la salle, que ce soit sur cette scène, autour de cette table, on voit bien comment on peut mettre tout ça en musique. Une question double, hein, Nedo, ADEME. Quelle synergie, si on parle de recherche d'opportunités, si on parle d'ambition, quelle synergie émerge pour accélérer le développement et le déploiement de l'hydrogène vert en France et au Japon ? Monsieur Debouy. Merci. Alors, je pense que les synergies, elles se déploient tous azimuts
C'est-à-dire qu'elles peuvent porter sur la recherche fondamentale, la recherche pure et dure, la R&D plus ou moins appliquée, ou alors directement des projets industriels qui se passent entre acteurs privés. Sans forcément besoin de soutien public d'ailleurs. Donc le Japon a des budgets très importants. Vous pouvez voir sur la slide en cours les 14 thématiques principales qui ont été retenues par le gouvernement japonais sur lesquelles agir pour atteindre la neutralité carbone. Donc c'est très vaste. Et si vous regardez un peu dans le détail, vous voyez qu'il y a un bloc hydrogène, mais que l'hydrogène apparaît dans différentes applications. La mobilité, principalement, la décarbonation des industries fortement émettrices, que ce soit le ciment, l'acier, la chimie. Et dans le cas du Japon, une spécificité donc qui fait partie de la feuille de route qu'on met en place actuellement, c'est la sécurisation d'une chaîne d'approvisionnement internationale. C'est-à-dire que le Japon, actuellement, mise beaucoup sur la production d'hydrogène vert, mais à l'étranger, et son acheminement vers le Japon. Et donc, parmi les projets qu'on finance, il y a notamment donc cette chaîne, en fait, alors on a des démonstrateurs avec l'Australie, Brunei également, qui consiste à produire de l'hydrogène sur place, parfois adossé à de la séquestration du carbone pour en faire de l'hydrogène propre, et ensuite son acheminement sous différentes formes, liquéfié notamment, jusqu'au Japon. Donc ça, c'est un point fondamental de la vision japonaise. Il y a bien sûr des initiatives sur le terrain national, si j'ose dire, dans la mobilité. Il y a un déploiement très intense de stations de recharge, notamment, qui se fait aussi main dans la main avec les industriels de la mobilité hydrogène. La Mirai de Toyota date de 2014 déjà, et elle équipe les taxis parisiens Hype. En vue aussi des JO de 2024. Donc ces synergies, elles existent. Je pense que la réduction des coûts est également un facteur important, notamment en ce qui concerne l'utilisation de matériaux précieux. C'est un problème qui se pose aussi dans le domaine de la voiture électrique, par exemple. Mais donc, je pense que ce qui caractérise l'hydrogène, c'est ses applications très larges. Et donc la nécessité d'avoir des synergies à tous les niveaux, y compris des synergies financières comme a été présenté par monsieur, puisque de toute façon le nerf de la guerre reste le même qu'il s'agisse d'hydrogène, de solaire ou quelque autre énergie que ce soit. Donc je pense qu'il faut en exclure aucune et toutes les prendre à bras le corps, sachant que je pense qu'on vit quand même une période, en tout cas pour ce qui concerne l'hydrogène, qui est assez formidable. Quand on voit les montants qui y sont affectés, il faut aussi derrière tout ça qu'il y ait une volonté politique avec des budgets sur la table. Donc dans le cas du Japon, il y a le fonds dont je parlais de 15 milliards d'euros, alors qui ne concerne pas que l'hydrogène, qui concerne différentes facettes de la transition écologique. Mais dans le cas de la France, par exemple, en quelques années, on est passé de, je crois, le plan Hulot était à 100 millions d'euros. Désormais, on est à 9 milliards, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait une accélération dans ces domaines-là, parce que pendant ce temps, les problèmes de changement climatique s'accélèrent à un rythme autrement plus soutenu. Donc les synergies doivent être prises à bras-le-corps, quel que soit le domaine, recherche, innovation, financement, démonstration. Voilà. Et vous faites un lien naturel avec David Marshall, le point de vue de l'ADEME sur ces questions-là. C'est vrai que vous posez une bonne question. On a déjà eu par le passé des collaborations industrielles entre la France et le Japon, notamment sur les smart grids, les réseaux intelligents, avec un démonstrateur Toshiba à Lyon, et puis des actions aussi, je crois, de Bouygues au Japon. Donc effectivement, l'idée de refaire un peu la même chose sur l'hydrogène est tentante. Bon, l'ADEME n'a pas toutes les cartes en main par rapport à ça, donc je ne vais pas répondre sur ce sujet, puisque c'est
pour le coup, une action qui serait aussi pilotée par notre ministère de l'Industrie. Mais on voit bien qu'il y a, en tout cas par le passé, on a fait des choses en ce sens. Et sur l'innovation, je pense que nos plans d'action sont très cohérents en fait. Vous avez présenté rapidement les axes du fonds innovation. En France, on a France 2030 qui a aussi des priorités qui sont assez similaires sur l'éolien flottant, sur les batteries, sur l'hydrogène, avec peut-être une différence qui est que ces stratégies d'accélération qui sont sous-jacentes à France 2030 englobent la chaîne de valeur à la fois de la R&D au déploiement, en passant par des questions de compétences, développement des compétences, des questions de démonstration et d'industrialisation. Donc toutes ces phases-là sont intégrées dans les stratégies d'accélération et notamment dans la stratégie d'accélération hydrogène. Excusez-moi. Et peut-être pour terminer, parmi les synergies et les différences, autre point peut-être, je pense que c'était intéressant que vous mentionniez cette histoire d'importation d'hydrogène. Ça fait partie, là pour le coup, de la colonne vertébrale de la stratégie française, qui est vraiment orientée hydrogène décarboné et renouvelable, donc avec une production par électrolyse. Donc ça, c'est une position assez ferme de la France. On ne souhaite pas soutenir la production à partir de fossiles et captage de CO2. Et puis, la position aussi de la France est pour l'instant pas de soutien aux infrastructures de transport d'hydrogène, de pipe. Ça fait une différence aussi assez notable, même s'il y a pas mal d'acteurs en France qui y réfléchissent activement. C'est une différence assez notable, notamment avec nos voisins allemands qui, eux, misent un peu comme le Japon sur des importations massives. Mais je pense que c'est intéressant de comparer ces approches et de voir comment les pays aussi se positionnent sur le soutien à l'innovation par rapport à ces problématiques-là. Et on ressent bien des approches conjointes, des lignes communes, des axes communs entre les deux pays. Alors, dans ces histoires de recherche d'opportunités, Monsieur Petit, tout à l'heure, nous invitait à la rigueur lorsqu'il évoquait les aspects financiers et notamment les IPO. On a un exemple de rigueur. Bouygues Énergie et Services, Monsieur Pringal, Bouygues a observé le marché japonais pendant 15 ans avant de remporter ses premiers contrats de constructeurs. Pouvez-vous nous expliquer cette démarche et la manière dont vos savoir-faire ont pu aider des projets au Japon à atteindre leurs objectifs? Tout à fait. Alors pour la petite histoire, en fait, on a une veille techno, une équipe de veille technologie basée à Tokyo depuis maintenant plus de 15 ans, effectivement, qui a concrétisé beaucoup de partenariats franco-japonais, mais sans aucune opération concrète au Japon avant 2017. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur Debouy, la politique de neutralité carbone a changé beaucoup de choses pour les acteurs étrangers sur le marché japonais. Il y a une vraie ouverture d'esprit, une vraie nécessité d'ouverture qui s'est concrétisée. Alors nous, notre histoire, elle a commencé par un client aux Philippines qui nous a proposé de continuer le partenariat au Japon. Au Japon, en fait, on se positionne clairement comme un partenaire des investisseurs, un partenaire des constructeurs. Mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, si on travaille depuis 6 ans au Japon, c'est principalement grâce à notre équipe locale. C'est pas une histoire de technique, c'est une histoire de personnes, d'hommes, de femmes dans nos métiers. C'est un succès qu'on doit aux personnes qu'on a réussi à mobiliser. Tout à l'heure, vous parliez de recettes. Moi, j'appelle ça la potion magique. Qu'est-ce qui a été notre potion magique? Qu'est-ce qui est notre potion magique? Je vais vous donner 2 ingrédients qui me paraissent primordiaux. Le premier, c'est la double culture. Pour réussir des projets, il faut vraiment des personnes qui sont en même temps, alors voilà, c'est un mot très à la mode, mais en même temps, qui comprennent les 2 langages, qui comprennent les codes des 2 côtés, qui soient capables d'aller au-delà de l'a priori. Et le deuxième, je pense que la recette, elle vient sans prétention aucune, de notre formation d'ingénieur généraliste en France. On a une capacité d'exporter de la technique sans exporter du savoir-faire absolument. Et ça nous a permis d'être dans une recette où le sujet n'est pas technique, mais c'est surtout du savoir-être. C'est ça la réussite. De manière très concrète, on n'a aucun expert du solaire au Japon. Et ça, c'est volontaire. Toute l'expertise technique est en back-office, est en fonction support.
on offre à nos partenaires, qu'ils soient partenaires de consortium ou clients, du savoir-être, de faciliter la réalisation. Bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, hein, derrière ces projets, c'était difficile d'illustrer, donc j'ai mis des photos du quotidien de nos équipes. Voilà, c'est des visites de chantier, c'est des échanges d'idées, comprendre comment les autres voient les choses. Et puis au-delà, bien évidemment, ces projets, ce sont des projets d'ingénierie, il y a de la matière grise, il y a des plannings, il y a des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, bien sûr. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que je considère que tous nos concurrents sont capables de faire la même chose. Et la raison pour laquelle les clients nous choisissent, c'est le savoir-être. Eh bien, merci beaucoup. Et je vois dans la salle beaucoup de personnes qui prennent des notes. Merci pour ce partage de bonnes pratiques. Chacun autour de la table aujourd'hui diffuse ces bonnes pratiques. Alors, les prises de notes, si vous souhaitez, en fait, sachez qu'on est aussi en live sur la chaîne YouTube des Assises européennes de la transition énergétique et que, a priori, un replay sera disponible sur cette même chaîne YouTube concernant la présente table ronde. Voilà, vous pourrez donc revenir à tout loisir sur les échanges que nous sommes en train de tenir. Monsieur Hamon, sur cette question des synergies et des opportunités, comment décririez-vous le potentiel offert par les entreprises en portefeuille chez Mitsui et leur stratégie d'investissement pour le développement et le déploiement de l'hydrogène vert en France et au Japon? Alors, pour ceux qui ont regardé l'hydrogène depuis quelques années, on se rend compte que l'hydrogène n'a pas décollé pour différentes raisons. Et une des raisons principales, c'est qu'on était un peu dans un cercle vicieux de poule et d'œuf, où finalement, les gens qui pouvaient développer des usages ne développaient pas d'usage tant qu'il n'y avait pas de station, on ne développait pas de station tant qu'il n'y avait pas de production d'hydrogène vert, et on ne produisait pas d'usine d'hydrogène vert tant qu'en fait, il n'y avait pas d'usage derrière, parce qu'on ne voulait pas faire une usine qui allait alimenter aucun usage. Et donc, la logique de Mitsui dans son investissement et l'intérêt et le positionnement de Life dans ce portefeuille d'investissement, il est justement de créer un écosystème avec différents acteurs qui vont avoir des positions de marché qui vont être complémentaires et qui vont permettre plus facilement, notamment à des territoires pour se développer, de venir avec un écosystème. Donc avec des usages, avec un producteur, avec des acteurs des stations-service, etc. On voit là sur l'image donc le positionnement central en fait dans cette chaîne de la partie production qu'on porte chez Life, avec d'un côté finalement la partie énergie renouvelable. L'hydrogène, on le fait en cassant la molécule d'eau à partir d'électricité. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un vecteur d'énergie qui permet finalement de stocker et de transporter l'énergie électrique renouvelable sous forme d'un gaz. Donc on a d'un côté le partenariat avec ces énergéticiens qui est très important et qui est essentiel finalement pour l'hydrogène et notamment à la fin pour le coût de l'hydrogène et sa disponibilité. On a toute la partie équipement, tous les équipementiers qui vont finalement alimenter nos usines par des électrolyseurs, des conteneurs qui vont nous permettre de transporter l'hydrogène chez des clients. Et en centre, on a donc l'activité de Life où on développe, donc au terme énergie renouvelable du développement, donc on identifie des terrains, on fait des partenariats, on fait tout le permitting et on construit une usine qu'ensuite pour laquelle on fait l'ingénierie, la construction, etc. qu'on va ensuite opérer pour produire de l'hydrogène vert. Et de l'autre côté de la chaîne, qui est finalement ce qui tire toute cette chaîne, c'est les utilisateurs avec tous les usagers de l'hydrogène. Et dans ce consortium et dans ces écosystèmes, c'est ça qui est intéressant, c'est d'amener avec tous ces acteurs, pour l'utilisateur final, de l'hydrogène sur son territoire à un prix compétitif. Et juste pour revenir un petit peu en arrière sur la partie intérêt aussi sur Life, c'est que ce démonstrateur, ce site industriel qu'on a, qui tourne aujourd'hui pour lequel on livre, il permet de livrer des clients pour lesquels on a à la fois pour la production un business case positif et pour les clients aussi de l'hydrogène renouvelable qui nous permet de rouler en Mirai ou en Exo pour moins cher que du diesel aujourd'hui, qui nous permet d'avoir des chariots élévateurs qui tournent à l'hydrogène avec un business model qui est plus intéressant que le modèle aujourd'hui,
et de l'hydrogène vert sur le territoire qui est moins cher que l'hydrogène gris. Donc en fait, on a finalement tout l'intérêt de quelque chose qui est local, positif et bénéfique pour l'environnement. Et je laisse le micro. Merci, merci. Et je rassure tout le monde, voilà, les coordonnées des personnes présentes à cette table ronde seront disponibles. Hein. Vous avez tout loisir également de reprendre attache avec chacun et chacune des personnes présentes ici, comme vous le souhaiterez à l'issue de la table ronde. Monsieur Petit, on va poursuivre hein, sur cette recherche d'opportunités et également la jonction avec le chapitre précédent, les introductions en bourse. Comment nos amis investisseurs japonais peuvent profiter aujourd'hui des opportunités offertes par ces IPO? Ça, c'est un point très important. En tous les cas, comme je l'évoquais précédemment, aujourd'hui, pour réussir une introduction en bourse, il y a la nécessité de pouvoir identifier préalablement au lancement de cette introduction en bourse des investisseurs qui vont s'engager et qui vont dire, voilà, moi je suis prêt à investir X millions d'euros lors de l'introduction en bourse. Et ça, je pense que chez nos amis japonais, investisseurs japonais, ce serait effectivement quelque chose je dirais, une opportunité pour eux de pouvoir rentrer dans ces sociétés, d'abord pour pouvoir les voir en amont du lancement de l'introduction en bourse, parce que l'introduction en bourse, finalement, c'est très rapide à la fin. Hein, c'est 15 jours de roadshow pour convaincre et pour réunir les sommes qui sont convoitées. Alors que quand vous êtes cornerstone, c'est le jargon qu'on utilise, donc investisseur de premier rang, ben, vous passez du temps avec la société, vous pouvez passer du temps avec le management, vous pouvez mieux comprendre en tous les cas comment fonctionne la société. Vous pouvez également discuter du prix d'introduction en bourse. Hein, ça c'est une des caractéristiques des cornerstones, ont cette liberté de dire ben voilà, moi je suis prêt à mettre de l'argent, mais voilà mon prix au-dessous duquel je ne pourrais pas aller. Donc finalement, vous pesez aussi sur le prix de l'introduction en bourse. Donc ça, je pense que c'est vraiment clé, notamment pour les investisseurs japonais, de venir en amont, soit en tant que cornerstone, soit comme l'a fait Life, en pré-IPO, puisque là aussi, il y a la possibilité de venir sous forme généralement d'obligations convertibles qui sont converties au moment de l'introduction en bourse, avec des décotes. Donc là, en tous les cas, il y a des opportunités encore plus intéressantes, puisqu'on offre, je dirais, des discounts par rapport au prix d'introduction en bourse, avec le risque évidemment que l'introduction ne se fasse jamais. Donc il y a une rémunération de ce risque à travers ce discount. Et je vous ai mis juste pour cette dernière slide avec les sociétés d'hydrogène qui nous ont rejoints très récemment, hein, Life, Hafner, HRS, HDF, qui ont connu quand même de très larges succès populaires également, puisqu'on a eu de nombreux investisseurs particuliers qui sont venus sur ces opérations. Merci beaucoup, merci. Alors, les sujets sont passionnants et c'est vrai qu'on a tendance, du fait à vouloir poursuivre au-delà de ce qui serait raisonnable, la description du rôle de chacun et des opportunités. Je vous ai promis tout à l'heure une surprise. C'est le moment de vous l'offrir. Donc, je vais appeler sur scène Monsieur Toshimichi Hasegawa et Monsieur Christophe Gossin et je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Toshimichi Hasegawa, directeur général adjoint du bureau de représentation à Paris de la Japan Bank for International Cooperation. Et Christophe Gossin, de Gossin Group. Monsieur Hasegawa, la Japan Bank for International Cooperation est une institution de crédit dirigée entièrement détenue par l'État japonais. Elle a vocation à contribuer au bon développement de l'économie et de la société au Japon et partout dans le monde. Récemment, la JBIC a rejoint, aux côtés notamment de Total Energy, de Vinci, de Air Liquide, le plus grand fonds mondial d'investissement dédié à l'hydrogène, le Clean H2 Infra Fund, avec comme objectif de réunir 1,5 milliard d'euros. Quelle synergie et nouvelles perspectives l'hydrogène fait-elle émerger pour la neutralité carbone en 2050, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'inviter à cette occasion de la conférence de AUTE. C'est un grand honneur de me présenter devant vous en tant que représentant de JBIC.
Comme monsieur a expliqué, JBIC, Japan Bank for International Cooperation, c'est une institution financière publique totalement possédée par le gouvernement japonais. Je crois que c'est un homologue de BPI France, mais nous sommes JBIC, c'est plutôt spécialisé dans le projet de commercialisation à l'extérieur du Japon. Et la question posée à moi, c'est le rôle de l'hydrogène pour la neutralité carbone au Japon de 2050. Oui, devant répondre à cette question, permettez-moi de me continuer en anglais, puisque pour que je puisse me sentir un peu à l'aise. So the role of hydrogen for the carbon neutrality for Japan. My question is, it's not an option for Japan, but it's requisite. And that means, yes, as all of you are quite aware, the roadmap or the way to carbon neutrality is really depending on the each country, specificities of each country. Geographical location and the technical political constraints, and also energy mix. So probably I need to touch upon firstly I need to touch upon the energy mix of Japan after the before and after the huge earthquake which hit Fukushima in 2011. Before the earthquake of Fukushima in 2011, the energy mix of Japan was quite well balanced. Well balanced, that means that around 30% was produced by LNG, liquid natural gas, and 30% was produced by nuclear, and 25% was created by coal, and the rest was shared between hydroelectricity and the renewables. And we have passed more than 10 years since last earthquake, and unfortunately, the nuclear still most of the nuclear power reactor in Japan was still inactivated. The ratio of percentage of the electricity produced by Japanese nuclear reactor is slightly dropped under 10% and stays still below 10%. Frankly speaking, that the reactivation of existing reactors is quite huge challenge, not only for technical but also the political scene. For the Japanese political leaders, the restarting of the reactors is a huge challenge, especially for political reasons. So, yeah, compared to the situation in France, it's my personal opinion, but the reactivation of a nuclear reactor cannot be a major solution for the carbon neutrality for Japan. So, yes, probably the first priority is the promotion of renewable energy, like my colleagues of BRIC are looking for. But also we are very expecting the import of renewable energy produced in overseas. But the question is how to transport renewable energy produced in overseas to Japan. As you already know, that Japan is an island country surrounded by Pacific Ocean. So the pipelines or transmission line for electricity will not be a major solution. So the maritime transportation of hydrogen is very important or requisite, necessary. So in this sense, some Japanese companies are developing the technology for maritime transportation of hydrogen with the aid of NEDO. Thanks to that, the Kawasaki or the companies, we have some opportunity or some options: liquid hydrogen or ammonium or other type of
chemical products contain hydrogen molecule. At this moment, we do not identify which is the best, which will be the best solution. Probably the best solution will also depend on the situation, market, or yes, each of these technology has its advantage and disadvantage. So now we are open to such possibility of several technologies. And compared to NEDO and ADME, who is supporting the research and development, we JBIC is more specialized in the financing for commercial projects. So we are very happy or keen to support future projects based on the collaboration between Japanese company and the French company, not only for Europe, but not only for Japan, but also all over the country. So we are very, I'm very much excited to see the many type of collaboration between Life and Mitsui and Gosan and the Japanese company, Toyota and Minai. So in near future, I'm looking for the opportunity to support the concrete project, commercial project, or the hydrogen production, transportation, usage, on collaboration with the Japanese and French European companies. Thank you very much for this opportunity. Domo arigato, Hasegawa-san. Thank you very much. Merci beaucoup. La parole donc à Christophe Gossin. Monsieur Gossin, après avoir présenté l'entreprise Gossin et sa position sur les marchés, pouvez-vous nous en dire plus sur ce nouveau marché qui se profile dans l'archipel? Avec plaisir. Déjà, merci Leïka Sakurai et Andreas pour cette invitation ce soir. Bonsoir à tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir témoigner sous un angle de réalisation. Vous expliquer à travers les slides qui vont suivre plusieurs sujets. Le premier, c'est ce côté un peu incroyable d'avoir fait le premier camion qui a parcouru le Dakar en début d'année en Arabie Saoudite dans le rallye raid le plus difficile, hein, qui est le rallye Dakar. Le deuxième aspect, c'est de vous présenter la gamme de véhicules que nous proposons à destination des entreprises portuaires et aussi les centres logistiques. Et puis, fort de ce succès au Dakar, on s'est senti un peu triomphant et on a décidé de faire le tour du monde. Et c'est un tour du monde qui va faire plusieurs fois d'ailleurs le tour du monde avec, vous le verrez, donc un ensemble de véhicules qui va faire d'ailleurs plusieurs fois le tour du monde avec des points importants comme la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte cette année. L'année prochaine, ça sera à Abu Dhabi. Si on veut vraiment être des acteurs et agir contre le dérèglement climatique, faisons-le tout de suite et tous ensemble. Parce qu'il y a un couple énorme qui est nécessaire pour donner la puissance. C'est cette propulsion incroyable où on arrache et de manière continue. On a le contrôle et on a toujours de la puissance pour franchir les dunes. Donc un camion à 800 chevaux, pour les connaisseurs 380 kW de pile à combustible. Son surnom, c'était Sherazade parce qu'il ne fait pas de bruit, ce véhicule ne fait pas de bruit. On était dans le désert de l'Arabie Saoudite et le côté magique, c'est de produire 100 litres d'eau à l'heure dans quand même un terrain assez hostile. La principale innovation du Smart Bivouac, c'est que l'électricité est produite à partir d'hydrogène, hein, comme dans le camion, pour alimenter l'ensemble du bivouac. Également l'atelier mécanique, donc on peut souder à partir de l'électricité qui est produite par ce générateur. Il est prévu pour alimenter des hôpitaux, des banques, des data centers, des îles, des refuges. Il est mobile et il produit une puissance de 100 kVA. Et on peut en mettre jusqu'à 10 en parallèle pour produire une puissance de 1 MVA. On pourrait tout à fait alimenter la totalité du bivouac du Dakar avec cette solution. Et d'avoir un bivouac complètement zéro émission.
Voilà, donc c'était une première mondiale, hein, vous le comprenez bien. C'est pour vous montrer aussi que c'est possible. Et on n'est pas dans ces horizons qui nous semblent trop lointains. On est à quelques pas de l'ONU, hein, c'est à Genève. Vous avez généralement, enfin, c'est le secrétaire général qui martèle sans arrêt en disant il faut faire quelque chose, lutter contre le réchauffement climatique. Et lui, il est sur une période de 3 ans. Et c'est bien aussi d'apprécier la différence. C'est pour ça qu'on parle d'une transition énergétique. Cette transition, nous, on s'inscrit en disant on veut l'accélérer. Ça prend trop de temps. Et une small cap comme nous, on est coté en bourse, hein, Gossin. Et d'ailleurs, je salue l'équipe d'Allegra, puisqu'ils sur 150 millions de fonds levés, ils en ont fait à peu près la moitié. Donc, c'est possible aujourd'hui. Et nous, on fait du chiffre d'affaires. Là, on va faire un peu plus de 100 millions d'euros sur ces véhicules que vous allez voir, avec de la marge. Donc, pas la peine, en quelque sorte. On est là pour montrer qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et si une small cap comme Gossin peut le faire, je pense que bien des grands groupes peuvent aller beaucoup plus vite. Là, vous avez un véhicule 75 tonnes hein, dédié aux opérations portuaires. Alors, les slides vont un peu vite. On a un business model un peu original. C'est celui de s'étendre à l'étranger via le transfert de technologie. Un exemple sur le Japon, on a signé hier un accord confidentiel avec une blue chip. We signed an agreement yesterday with a very beautiful Japanese company. So it's signed, and we have the idea to manufacture on place, to made in Japan. Pourquoi? Parce qu'en fait, les avantages, c'est le premier, c'est que vous avez des producteurs, des distributeurs d'hydrogène. Un peu partout dans le monde, le coût de l'hydrogène, c'est essentiellement la distribution. C'est-à-dire que c'est 20% sur la prod, 80% sur la distribution. C'est à peu près les ratios qu'il y a dans le monde. Si on peut éviter de transporter l'hydrogène, si on peut produire sur place, comme vous l'avez vu sur le slide, et je trouve que ça va un peu trop vite pour la lecture, si on revient sur le slide du Japon, je pense que c'est intéressant, on ira plus vite sur les autres. L'intérêt, c'est un business model qui est très attractif. Pourquoi ? Eh bien parce que ça évite de transporter l'hydrogène. On peut fabriquer très facilement sur un terminal portuaire. C'est un endroit qui s'y prête bien. Il n'y a pas le problème du refoulement, de savoir où est-ce que je vais pouvoir recharger mon hydrogène. Et derrière les ports, vous avez les entrepôts logistiques. Donc il y a là de nature à avoir des paybacks très rapides sur la fabrication d'hydrogène que l'on peut faire sur place. Ensuite, c'est l'idée d'intégrer, en fabriquant par exemple au Japon, c'est d'intégrer des composants locaux. Par exemple, Toyota a une superbe pile à combustible, on peut très bien l'intégrer localement. Éviter de transporter la marchandise, parce que vous avez peut-être vu que les taux de fret ont multiplié par 7 en moyenne l'année dernière, et ça continue encore de monter. Il y a encore des problèmes de transit, vous pouvez attendre 5 semaines à Long Beach pour être déchargé. Donc, si on peut éviter de transporter, puis à la fin, tout ce que l'on fait est assez technique, donc si on peut faire un service après-vente de premier ordre, donc fabriquer localement et avoir un service vraiment de haut de gamme sur place au Japon. Donc c'est notre système à travers le monde. On vient juste de signer le Canada, on a signé la Nouvelle-Zélande, l'Australie. On veut développer voilà, une quarantaine de licences à travers le monde. Et là, on est sur les slides maintenant d'aller donc sur la partie route, voilà, sur... donc là, c'est la mission, on se sent investi. Vous avez peut-être vu sur le slide précédent que j'ai eu cet honneur aussi organisé dans le cadre des hydrogénies à Paris, de recevoir le prix de l'hydrogène, la personnalité hydrogène de l'année. Alors quand c'est comme ça, on se sent investi d'une mission. Ce prix, d'ailleurs, j'ai dédié à nos enfants et aux enfants de nos enfants en disant il faut faire quelque chose. Et on se sent pris d'une mission qui est de dire il faut qu'on puisse aussi le faire au niveau mondial et s'arrêter en ce qui nous concerne sur les 10 premières universités quand on traverse un pays, sur les 10 premiers terminaux portuaires ou les 10 premiers entrepôts logistiques, pour bien sûr faire connaître, développer nos licences et puis bien sûr développer notre chiffre d'affaires. Donc là, on a ce tour du monde. Donc on va faire à peu près 80 pays. Donc, et on a quelques spots. Donc en ce moment, le camion est à Québec. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi, comme c'est le camion qui a fait le Dakar, on peut le copiloter. On avait 2 ministres, même 3 ministres à Québec. Donc ils ont fait cette expérience de pouvoir être au volant du Dakar. Et ces véhicules vont revenir donc là à partir d'ici 3 semaines. Depuis Halifax, on va faire les grandes universités, on va faire le MIT, on va faire Stanford, on va faire on est accueillis à bras ouverts avec ces exemples. Et puis bien sûr, ça intéresse les jeunes, ça intéresse les étudiants qui se sentent aussi concernés.
je crois encore plus que nous, par ce problème de réchauffement climatique. Et donc on va passer par Glasgow et puis on va, je crois, sur les slides suivants, cette fois-ci, on peut aller sur Sharm el-Sheikh, gros événement, 40 000 personnes, un peu plus de 120 chefs d'État avec leur délégation. Donc on sera toujours avec notre caravane et puis on a l'année suivante Abu Dhabi et le Moyen-Orient, mais des moyens considérables pour arriver à être carbone neutral, avec une exposition particulière, c'est qu'ils ont une chance actuellement, il y a beaucoup de vent sur le golfe d'Aqaba, sur toute cette région-là, et puis en même temps il y a du soleil. Et là vous avez le meilleur coût pour fabriquer de l'électricité, donc via le solaire, au meilleur prix possible pour ce fameux électrolyseur dont on a besoin pour fabriquer de l'hydrogène. Donc ensuite, comme on est au Japon, donc on va arriver, vous voyez les dates, hein, on sera l'année prochaine donc au Japon, donc on va arriver par la Corée, puis on va arriver sur le Japon et on a ces belles villes, et surtout les opérations portuaires, donc on fait des démonstrations dans les terminaux portuaires, on a Osaka, je crois qu'il y a Kobe, il y a les autres villes qui suivent, pour qu'on fasse la promotion Nagoya. Donc là, on fait aussi des AGV. On a un flagship, c'est le port de Singapour. On est en train d'autonomiser le port de Singapour avec 3000 véhicules. C'est une énorme affaire, hein, c'est plusieurs milliards d'euros, avec de l'ultra fast charge. Alors on a un savoir-faire chez Gossin, je pense que je finirai par ça, parce que je n'ai pas pu beaucoup présenter la société dans le mouvement des points. Donc on sait que Gossin est très véloce. Donc on sera à Tokyo. On a vu la vitesse du camion. Donc voilà, c'est un bon moyen d'emmener toute la filière, hein, c'est-à-dire que on se veut partager. Quand on va, on partage la propriété intellectuelle, on partage le savoir pour aller plus vite. On estime qu'on sera plus rapide et qu'on fera plus de revenus en partageant le savoir-faire. Puis là, donc, très heureux de revenir en septembre, le 28 septembre à Genève. On fera d'ailleurs le premier feu d'artifice zéro émission, hein, c'est ce qu'on avait déjà fait au Dakar. Donc le zéro émission d'un feu d'artifice, c'est fait avec des drones, avec des inscriptions dans le ciel, on peut passer des messages. Aujourd'hui, on a cet espace où on peut encore écrire pas mal de choses. Et voilà, donc vous remercier. Avant de vous remercier complètement, de vous dire que Gossin est spécialisé, c'est une société d'engineering. On est spécialisé dans la mobilité, avant tout des transports et des marchandises propres. On a un peu plus de 50 000 véhicules à travers le monde. On a des clients prestigieux. J'en ai cité un tout à l'heure, le port de Singapour est un client prestigieux. On a une activité cargo, notamment Qatar Airways, qui est le premier opérateur donc, sur du cargo fret, aussi avec des véhicules. Sur le véhicule logistique, on a un contrat cadre énorme avec Amazon, qui est un Master Purchase Agreement avec UPS. Donc c'est pour vous dire que la société Gossin a arrêté les véhicules thermiques il y a maintenant plus de 10 ans. En 2012, on a fait le choix d'arrêter complètement toute la partie véhicules thermiques. On a hérité d'un transfert de technologie de CEA sur le savoir-faire d'intégration de n'importe quel type de batterie, puisqu'il y a différentes batteries qui conviennent bien pour le chaud, pour le froid, pour faire de l'ultra fast charge. Hérité d'un transfert de technologie sur la partie hydrogène. Et donc on est en avance de phase. On pense qu'on a à peu près 5 ans d'avance sur un marché, et je finirai sur ces mots, qui est énorme, le marché du transport. C'est un marché qui représente 10% du PIB mondial. Si vous avez l'idée de ce qu'est le PIB mondial, c'est à peu près 81 trilliards, donc ça fait 8 000 milliards. Et j'aime bien le mettre en correspondance avec les 9 milliards dont on parle, parce que c'est un marché qui est énorme et qui propose pour l'ensemble de la filière hydrogène un potentiel incroyable en termes de chiffre d'affaires et pour des années et des années à venir. On ne parle pas de 5 ans, de 10 ans, c'est vraiment du 15 ans, du 20 ans. Merci beaucoup. Merci, on peut applaudir bien fort, Monsieur Gossin. En effet, c'est vrai qu'on est minuté, on s'en excuse encore, mais encore une fois, les intervenants seront à votre disposition. Il n'y a pas de séance de questions, mais vous avez les coordonnées de chacun. On va finir par un dernier tour de table. Alors, je vais demander à tous voilà, d'être concis, hein. On est conscient d'avoir un petit peu débordé. Préparons la suite.
préparons la suite de tout ça. Voilà, on a vu donc les opportunités, les partenariats bilatéraux, les collaborations, les projets communs. D'abord, Mathieu Pringal, pour envisager le futur de cette collaboration, qu'est-ce que vous pourriez attendre de la part du Japon, mais aussi de la France, comme soutien, notamment dans les énergies renouvelables? Alors, clairement, on a vu que malgré le fait que le Japon soit à la pointe de la technologie, il y a des ouvertures qui existent, il y a des échanges qui existent, il faut les promouvoir. Je pense qu'il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on fait des projets monotechnologie, du PV tout seul. Il faut qu'on aille plus loin, plus vite sur des projets. Et c'est les enjeux de la transition énergétique, c'est de massifier en particulier la solarisation. Monsieur Gosselin, vous l'exprimiez tout à l'heure sur les pays du Golfe. Il faut qu'on puisse faire des méga fermes solaires là où ça gêne personne pour pouvoir transformer cette énergie en d'autres choses, en une énergie qu'on va pouvoir utiliser ailleurs et plus tard, alors qu'elle est disponible instantanément et que ce qu'on n'a pas réussi à capter pendant la minute, ça n'existe plus. Donc voilà, favoriser des projets plus complexes, ne pas mettre en décadre sur les technologies d'aujourd'hui, mais écrire un livre où tout n'est pas écrit sur des solutions techniques du jour. Et puis pour reprendre aussi vos mots, Monsieur Gosselin, je pense penser à nos enfants. Moi, je le vis au quotidien avec mes collaborateurs. Favoriser les échanges universitaires, interculturels, les idées vont en sortir. On ne peut pas résoudre notre enjeu de transition énergétique à l'échelle d'un pays. On essaye de faire des schémas locaux, mais les solutions sont dans l'ADN de nos enfants qui vivent avec la transition énergétique depuis qu'ils naissent. Nous sommes des héritiers, on y arrive trop tard. On est en train de monter à bord, d'essayer d'être des acteurs, mais nos enfants sont beaucoup plus imprégnés que ça. Et il faut être capable de leur donner ces opportunités pour aller plus vite et plus loin. Eh bien, tout à fait. Je crois que c'est un message qui ne peut faire que sens après une telle table ronde. Monsieur Hamon, même question. Même question, mais peut-être un peu plus vers l'hydrogène pour vous. Oui, mais je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Plus vite, plus loin, c'est exactement ce qu'on veut, ce qu'il faut faire pour tout le monde. Et nous, on l'a vu tout à l'heure, on est au centre. Donc nous, ce qui est important, c'est de développer les programmes d'énergie renouvelable au maximum, accélérer ces développements, légiférer, simplifier les démarches pour qu'on puisse, et forcément investir, pour qu'on ait justement cette électrification ou cette conversion d'électricité aujourd'hui qui peut être faite à base de fossiles ou de charbon, et donc passer sur du renouvelable. De ce côté-là. De l'autre côté, il faut développer les usages. On l'a vu avec des super exemples là, juste avant. Et nous, ça, c'est nos clients. Nous, au milieu, ce qu'on fait de la pub pour nos clients. Et c'est les usages qu'il faut développer et développer rapidement les énergies renouvelables. Et j'ai mis une image qui est importante pour nous. On voit les contraintes sur le territoire de développement des énergies renouvelables. Ce qu'on fait chez Live, c'est qu'on investit massivement sur l'hydrogène offshore. On pense qu'on a une capacité de développement avec du vent beaucoup plus stable et beaucoup plus puissant en offshore, avec des capacités de développement des énergies renouvelables beaucoup plus fortes, une possibilité d'avoir de l'hydrogène fait sur place qui répond à les problématiques de rapporter l'électricité sur Terre. Et sur des territoires comme le Japon, on a des vraies opportunités qui sont complémentaires avec la transition vers les énergies renouvelables dédiées à l'hydrogène. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que tout ça va dans le bon sens et rejoint d'ailleurs ce que M. Pringal avait pu évoquer juste avant. Alors, du côté d'Allegra Finance, M. Petit, qu'est-ce qui, dans les démarches nationales, japonaises, françaises, pourrait venir favoriser, créer un contexte porteur pour développer l'hydrogène ? Je crois que, comme j'avais évoqué, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les entreprises ont besoin d'argent pour se développer. Aujourd'hui, on va chercher l'argent principalement, en tout cas lors d'introduction, en Europe, pas mal aussi aux États-Unis, parce qu'il y a quand même beaucoup d'investisseurs américains qui investissent sur les valeurs en France. Et finalement, trop peu de Japonais. Et donc, il y a une nécessité de promotion, et peut-être à nous d'organiser certainement
à l'image de la caravane de Gossin, et de pouvoir, pourquoi pas, venir avec le secteur hydrogène au Japon, présenter finalement les technologies et les valeurs françaises qui sont sur ce secteur. C'est peut-être tout simplement, en tous les cas, en montrant les choses, qu'on va inciter certainement les investisseurs à se prononcer. Merci beaucoup, merci. Et on va laisser la conclusion des débats, une conclusion conjointe, Nedo, ADEME, Monsieur Debouy tout d'abord, puis Monsieur Marchal. Merci. Alors écoutez, je vais faire très rapide. D'abord, merci à Sakura Consulting pour leur invitation d'avoir participé à ce panel. J'en étais ravi par la diversité des intervenants. Je pense que c'est une très bonne nouvelle de savoir que désormais des entreprises de tailles différentes, des financiers, des agences publiques et les décisionnaires politiques, ainsi évidemment que la population. On n'a pas parlé d'acceptation publique, mais c'est une question qui va être soulevée également dans les temps qui viennent. Je pense que toutes les énergies, sans mauvais jeu de mots, vont être bonnes à prendre, et que l'intégralité des acteurs ayant un rôle à jouer dans cette chaîne et dans ce développement de l'hydrogène, que la multiplicité de ces acteurs et leur coopération nous donne une carte en plus dans le jeu pour faire face au changement climatique que ce soit la France, le Japon ou les pays en voie de développement qui vont prendre de plein fouet la vague avant les autres, visiblement. De toute façon, on est tous dans le même bateau. Voilà, si ce bateau-là peut être à hydrogène, c'est une bonne nouvelle. Merci. Merci, je trouve que c'était effectivement très intéressant. Alors, nous à l'ADEME, je disais que l'avenir de l'hydrogène était encore incertain. Il y a la question de la compétitivité, puis il y a la question de la pertinence environnementale de l'hydrogène sur les véhicules, par exemple. Les projets qu'on soutient à l'ADEME, c'est des projets sur lesquels le véhicule électrique n'est pas possible en termes de capacité, et où donc le véhicule hydrogène a une plus-value à la fois économique et environnementale. Et je trouve ce qui était intéressant dans cette table ronde, c'était de voir finalement, oui, les acteurs économiques qui portent ces projets et qui viennent démontrer leur faisabilité. Je trouve que c'est très important devant cet avenir qui est encore incertain. Il faut qu'on arrive à concrétiser des choses, et nous à l'ADEME, on est là pour accompagner ces projets, que ce soit à l'amont, R&D, démonstration, ou à l'aval avec les nouveaux dispositifs qui sont en train de se mettre en place là, sur le financement de gros électrolyseurs dans l'industrie, par exemple, pour décarboner l'industrie lourde, et sur lesquels on va activement aussi se pencher. Voilà, merci à tous pour vos interventions. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces conclusions. Donc, le mot de la fin, peut-être, pour clôturer donc, cette belle table ronde. Merci pour les nombreux éléments, les bonnes pratiques que vous avez pu partager, les présentations que vous avez fait chacun et chacune. Merci Leiko, de tout ce contexte hydrogène. Nous avons bien cerné le chemin parcouru entre la France et le Japon en faveur de l'hydrogène, la richesse des initiatives et tout le potentiel de collaboration encore à venir. Via l'hydrogène et l'ensemble des énergies renouvelables, nous sommes sans doute à l'aune d'une recomposition géopolitique de l'équilibre des forces. Chez BCO Conseil, notre expérience de l'accompagnement des institutions nous confirme que plus que jamais, il s'agira pour les États de bâtir une stratégie solide, holistique, ambitieuse et vertueuse. Alors merci d'avoir participé à ce qui est probablement, et je vais peut-être vous surprendre, l'une des dernières éditions des Assises européennes de la transition énergétique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les solutions existent. On en a eu des démonstrations tout au long de la table ronde. La volonté politique est affirmée, ça nous a été confirmé côté NEDO, côté ADEME. Les acteurs, ils sont là. Ils sont devant vous. Donc il n'est plus temps de parler de transition. La transition soupçonnerait des actions temporaires. Si on a fait confiance aux entreprises présentes devant vous, c'est pour leur capacité à transformer durablement et en profondeur le monde énergétique actuel. Bouygues, Gossin, Life, Allegra et toutes les filières qu'ils représentent sont les bâtisseurs du monde énergétique de demain.
Domo arigato. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt.